Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce soir, nous allons vous plonger dans le monde fou des inventeurs, un monde d'innovation et de technologie, avec parfois des trouvailles qui révolutionnent notre quotidien. Voici quelques grandes inventions qui ont changé le cours de l'histoire. L'imprimerie, l'ampoule électrique, l'avion, le premier vaccin, ou encore l'automobile et le téléphone, toutes ont en commun d'avoir été imaginées par des inventeurs dont l'objectif était de créer quelque chose de nouveau et de solutionner des problèmes concrets. Le continent africain, vous allez le voir, ne manque pas d'inventeurs de talent, des hommes et des femmes qui nourrissent un rêve, et pas des moindres, changer le monde. Au sommaire ce soir, enquête sur le marché de l'invention en Côte d'Ivoire. Si le pays occupe la 123e place sur 126 au classement mondial des pays innovants, nombreux sont les hommes et les femmes qui rêvent d'inverser la tendance. Vous allez découvrir leurs défis, leurs projets. Tous aspirent à développer leurs inventions et à passer du rêve à la réalité. Puis nous vous emmènerons à Conakry, en Guinée, à la rencontre de Muntaga Keïta. Ce Guinéen de 42 ans, diplômé de Harvard aux États-Unis, a créé une borne médicale digitale révolutionnaire, une invention qui sera commercialisée en Guinée dans les prochains mois et qui pourrait sauver des vies. En 2017, un peu plus de 3 millions de brevets d'invention ont été déposés dans le monde. La Chine détient le record avec plus d'1 million de brevets, suivi des États-Unis avec 600 000 brevets, du Japon, de la Corée du Sud et de l'Europe. La Côte d'Ivoire, elle, n'enregistre qu'une vingtaine de brevets d'invention par an. Des inventions qui peinent à dépasser le stade du prototype, faute essentiellement de financement et d'accompagnement. Rêves et défis des inventeurs ivoiriens, c'est un reportage de Yao Sanson, Ghislain Mendonça et Oscar Noël Sangan. Mars 2019, Palais de la Culture de Treichville. Derrière ces stands, des exposants, pas tout à fait ceux que l'on voit habituellement dans les salons. Ces femmes et ces hommes sont inventeurs. Savons, jeux de société, compléments alimentaires, ils sont venus présenter des inventions en tout genre, qui rappellent parfois même des films de science-fiction, comme ce fourneau électrique à charbon. Un vieil homme se démarque avec une machine agricole. Quand tu mets la cabosse ici, un coup de pédale, la cabosse est ouverte. Un coup de pédale. Et il dépose là, le second conducteur prend la cabosse, l'ouvre et met dans le greneuse. Quelques coups de pédale pour vider la graine, vous voyez. Et toutes les graines descendent dans un bac en bas. Aucune perte. Cette invention pour casser la cabosse et récupérer les fèves pourrait être bénéfique pour les petits planteurs de cacao, avec un gain de temps et moins de pénibilité. Un prototype que M. Koné Abdoulaye rêve d'industrialiser. C'est d'ailleurs le souhait de tous les inventeurs présents à ce salon, venus avec l'espoir de trouver des partenaires et décrocher des financements indispensables pour concrétiser leurs rêves. Mais ils partent de loin. La Côte d'Ivoire occupe la 123e place sur 126 au classement mondial des pays innovants. Pas de quoi décourager le commissaire général du Salon des inventeurs. 123 dans 126, ce n'est pas un rang qui est honorable. C'est pas un rang qui est honorable, mais on croit à l'avenir et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Beaucoup de choses en cours pour contredire le célèbre adage du président Félix Houphouët-Boigny. Les chercheurs qui cherchent en Côte d'Ivoire, on en trouve, et les chercheurs qui trouvent, on en cherche. La Côte d'Ivoire enregistre aujourd'hui une vingtaine de brevets par an, contre 1 million au Maroc, 600 000 aux États-Unis et plus d'1 million en Chine. S'il y a peu d'inventions développées en Côte d'Ivoire, c'est parce que la plupart restent dans les tiroirs, faute d'informations, de brevets et surtout de financement pour produire à grande échelle. Nous allons vous raconter les défis des inventeurs ivoiriens. Certains sont encore sur les bancs de l'école, d'autres en fin de carrière après des vies entières consacrées à l'invention. Tous partagent le même rêve un peu fou, changer le monde.
Quartier de Port-Boué, au domicile de Koné Abdoulaye, l'inventeur de la machine à casser les cabosses de cacao. Ce matin, il travaille sur une nouvelle invention, un robot capable de pénétrer les canalisations des égouts pour les déboucher. Cette idée lui est venue après avoir observé l'état des égouts de son quartier. Résoudre des problèmes concrets du quotidien, telle est sa passion. Le vieil homme ne cesse de crier. Conséquence, son salon ressemble davantage à un atelier technique qu'à un lieu de réception. Je suis chez moi à la maison. Bon, vous voyez que je n'ai pas de salon, c'est ma salle à manger qui me sert d'atelier. Là, j'ai fait la petite mise au point. Cet ingénieur mécanicien à la retraite, âgé de 75 ans, a dédié toute sa vie à l'invention. Sa première création, il a conçu à 29 ans. Une machine à faire les buts dans les champs. En 1945, il a l'immense honneur de la présenter à feu Félix Houphouët-Boigny. Ben voilà, j'ai une photo ici. Ouais, j'espère que... Oui, j'ai en train de me présenter la machine à faire les buts au feu Houphouët-Boigny. Ouais, chez moi, dans mon village, les gars, ils s'abaissent pour faire les buts. Et comme je trouvais que c'était pénible, il fallait imaginer un outil plus fiable. Depuis lors, Koné Abdoulaye a multiplié les inventions. Un manège pour enfants, une machine à décortiquer le coco, un orchestre musical composé de robots. Chaque invention lui a demandé beaucoup de travail et d'investissement personnel, à l'image du robot pour déboucher les canalisations. Voilà. Et cet appareil que je suis en train de monter va utiliser à peu près plus de 150 roulements. Ça fait beaucoup d'argent. 150 roulements à 1000 francs, ça fait 150 000. Malgré tout cet investissement personnel, il n'a jamais pu profiter du fruit de ses inventions, car aucune n'a pu être développée et mise sur le marché. Mais Koné Abdoulaye ne perd pas espoir. Cet après-midi, faute d'espace à son domicile, il se rend dans l'atelier d'un ami pour travailler sur une version améliorée de sa machine à casser les cabosses de cacao. Une version motorisée, capable de traiter 3000 cabosses à l'heure. Il s'agit là peut-être enfin de l'invention de sa vie, celle qui répondra aux besoins des planteurs de cacao en quête d'une meilleure productivité. Il y a un godet qui est là. C'est ici on va mettre les cabosses. Il y en a 22. Et les cabosses, il y a un qui se met là. Celui qui se met, il met les cabosses. Et ça, il tourne. Le moteur fait tourner. C'est un moteur motorisé. Koné Abdoulaye espère convaincre les investisseurs quant à l'utilité et la performance de sa machine. Mais avant cela, il doit avant tout la terminer. Cette machine, je vais l'exposer quand elle serait entièrement finie parce que les Africains, c'est les Saint Thomas. J'espère quand elle serait finie qu'elle va travailler des cabosses, de dire ah là, nous sommes prêts à mettre de l'argent dans une affaire qui nous rapportera. C'est l'espoir de tout inventeur. Trouver des financements pour produire à grande échelle son invention avec à la clé des profits. Mais avant d'atteindre ce rêve, il faut passer par une étape essentielle, l'obtention d'un brevet d'invention. Quartier du Plateau. C'est dans ces bureaux de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, en abrégé OIPI, que tous les inventeurs doivent obligatoirement se rendre pour obtenir un brevet d'invention. Entendez par là le document qui atteste du caractère unique de l'invention et la protège de toute copie. Bonjour monsieur. Ce matin, monsieur Moussa Salambéré est venu faire breveter sa première invention auprès de madame Nguesson, agent de l'OIPI. Une pompe à eau qui fonctionne à l'énergie solaire et à l'énergie éolienne. Une alternative aux pompes traditionnelles répandues dans les villages ivoiriens. Je vous ai remis les différentes procédures de protection. Nous attendons votre mémoire pour pouvoir commencer la protection par brevet d'invention. Dans l'espoir qu'un jour, son invention pourra lui apporter la prospérité, cet inventeur écoute attentivement l'agent de l'OIPI. Première information, il doit s'acquitter de la taxe de dépôt de brevet estimée à 590 000 francs CFA. Mais bonne nouvelle, cette taxe est subventionnée par l'État de Côte d'Ivoire. C'est subventionné à hauteur de 80%
pour les déposants économiquement faibles. C'est une manière pour l'État de Côte d'Ivoire de permettre aux déposants économiquement faibles de venir protéger leurs subventions, pour que tout le monde puisse inventer aussi. Monsieur Moussa Salambéré devra au final débourser la somme de 22 500 francs CFA. Mais il ne suffit pas de payer. Il lui faudra revenir à l'OIPI avec un document détaillant son invention. On vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, demain. Ce document sera ensuite acheminé au Cameroun, où siège l'autorité régionale de la propriété intellectuelle en charge de valider l'invention et délivrer le brevet. C'est dans le bureau d'à côté que Mme Guesson transmet les demandes de brevet aux responsables de l'OIPI avant que celle-ci ne parte au siège régional au Cameroun. Il en reçoit une vingtaine en moyenne par an. Une fois validées et brevetées, ces inventions sont ensuite publiées dans ses ouvrages. On y trouve des idées en tout genre, comme ce téléphone portable pour analphabètes. Aujourd'hui, avec ce téléphone, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour l'utiliser et faire ce que tu veux faire. Donc, la et ça a été inventé par un Ivoirien, mais il est actuellement un peu stoppé par la valorisation. La valorisation, c'est l'étape qui consiste à évaluer la viabilité économique de l'invention. Comprenez, sa capacité à conquérir une clientèle, à être produite, à être rentable, à trouver sa place sur un marché. Une étape essentielle pour que le mot inventeur ne rime pas avec doux rêveur. Problème en Côte d'Ivoire, seulement 5% des inventions passent l'étape de la valorisation. Raison principale, cette étape est longue et coûteuse et les inventeurs peinent à trouver de l'aide, qu'elle soit publique ou privée. À ce jour, 95% des inventions ivoiriennes somnolent dans la bibliothèque de M. Kwame. Elles ont été brevetées, mais toujours pas valorisées. Des mines d'or potentielles qui ont pour point commun d'être inexploitées. L'invention, c'est ça, c'est une mine d'or, c'est une source de richesse. Et aujourd'hui, peut-être qu'on peut dire qu'on n'en a pas beaucoup, mais nous avons au moins chaque année 20 mines d'or en Côte d'Ivoire inexploitées. Malgré les défis, certains inventeurs ivoiriens ont su tirer leur épingle du jeu pour faire de leur invention une petite industrie. C'est le cas de M. Yohou Alain, que nous retrouvons dans le quartier de Yopougon. Docteur en biochimie, il a monté il y a 6 ans ce laboratoire pharmaceutique qui produit 3 types de médicaments antiseptiques vendus en pharmacie. Tout est parti d'une idée. J'ai trouvé que en Côte d'Ivoire, on achetait trop de produits pour rien du tout. Quand quelqu'un a un problème gynécologique, les pètes blanches, démangeaisons vaginales, c'est souvent le même problème que l'on trouve dans la bouche. La flore buccale est sensiblement la même chose que la fleur gynécologique. Or, dans mes études, j'ai vu qu'il y avait un antiseptique qui était très très puissant. C'était le clou de girofle. Le clou de girofle. Cette plante aux vertus médicinales, Yohou Alain va la combiner à de la vitamine C pour élaborer la formule de son antiseptique baptisé Solutan C. Cette invention brevetée, il est parvenu à l'industrialiser si bien qu'aujourd'hui, il produit ici dans cette usine près de 150 000 flacons par an. Mais pour en arriver là, il a dû batailler pendant 14 ans. 14 ans au cours desquels cet inventeur chevronné dépose 3 brevets fièrement affichés sur ses murs, mais toujours restés dans les tiroirs, jusqu'au jour où il obtient enfin un financement. J'ai eu le prix du patronat, qui était un grand montant pour moi. C'était 10 millions. Et les 10 millions, je les ai mis essentiellement pour acheter les équipements, vous allez les voir. Et puis j'ai acheté aussi, j'ai pu me constituer un petit fonds de roulement. C'est comme ça que j'ai démarré. Aujourd'hui, le docteur en biochimie est à la tête d'une entreprise d'une 15aine de salariés. Son autre défi, et pas des moindres,
faire face à la concurrence. Ce jour-là, entouré de plusieurs délégués médicaux, il se rend en pharmacie pour promouvoir ses produits. Dans cette officine située à Yopougon, une trentaine de flacons d'antiseptiques sont commercialisés chaque mois. Sur les étals, il y a pourtant beaucoup d'autres produits antiseptiques, principalement produits en Europe. Si Solustan C se démarque, c'est parce qu'il est vendu moins cher. Moins de 2 000 francs contre 4 000 francs en moyenne pour les autres antiseptiques, mais aussi parce qu'il serait plus adapté aux problématiques locales. C'est un produit qui a la même efficacité que les produits occidentaux. Je ne vais pas citer, mais vous voyez ici, c'est des solutions antiseptiques. Il y a des produits conçus spécifiquement, par exemple pour la gale, mais Solustan C, ça marche bien sur la gale aussi. Ça marche très bien. Depuis 6 ans, les ventes n'ont cessé de grimper. Aujourd'hui, 100 000 flacons sont écoulés par an pour un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs CFA. Yo Alain envisage même d'installer un laboratoire plus grand à Yamoussoukro pour accroître sa production. Et maintenant, c'est que l'État puisse accompagner. Si la banque ne le fait pas, l'État sera obligé quand même de donner, d'intimer à la banque d'aider quand même ceux qui peuvent vraiment aider à l'émergence de notre pays. Comme je l'ai dit, l'émergence sans découverte nationale, ce n'est pas une émergence. L'émergence, l'avenir reposent dans les mains d'une nouvelle génération d'inventeurs. Une jeunesse qui a soif d'innovation. Sur les bancs de cette école, située à Trècheville, se trouvent peut-être les futures pépites de Côte d'Ivoire. Les ATIC forment les étudiants dans les domaines des technologies de l'information et de la communication pour une durée moyenne de 4 ans. Et quand ils ne sont pas en classe, certains étudiants s'adonnent à une curieuse activité. S'ils ont l'air de s'amuser, en réalité, ces étudiants inventent des solutions pour résoudre des problématiques de société, souvent d'une portée nationale. Comme cette équipe qui travaille à créer un système de détection par drone des cacaoyers atteints de la maladie du Chodel-Chout, une maladie qui peut réduire la production d'un planteur de 8 tonnes à 15 kg. Le drone qui se trouve là, ce drone sera utilisé pour sillonner les plantations de cacao. Comme vous avez vu les 2 cacaos qui se trouvent là, on considère que ça sera piloté, bien évidemment. Le drone sera piloté et celui-ci va sillonner les plantations jusqu'à se trouver au niveau des cacaoyers. Les photos prises par le drone sont récupérées dans ce logiciel. Objectif, permettre aux planteurs d'identifier avec précision les cacaoyers affectés afin de les détruire pour éviter toute contamination. Cette salle, dans laquelle planchent ces inventeurs en herbe, c'est la cellule d'innovation et de développement de l'ESATIC. Une cellule mise en place spécialement pour faire fructifier le génie créatif de ces étudiants. Ils viennent juste, quand ils n'ont pas cours, à n'importe quelle heure. Ce n'est pas fermé, parce que l'intelligence n'a pas d'heure pour nous. Ah bon, on ouvre à toute heure, à tout moment, ils viennent. Ils ont le câble, ils ont le Wi-Fi, ils ont l'Internet, ils ont la télé, ils ont les jeux, ils font ce qu'ils peuvent, mais il faut qu'ils trouvent. Ces étudiants sont même sollicités par le secteur privé, comme ce jeune homme de 23 ans. Avec 3 autres étudiants, il a élaboré une plateforme de prestation en ligne pour le compte d'une société d'assurance. Après 2 ans de travail, il est à la tête d'une start-up financée par l'assureur. Je pense que c'est ça le nouvel espoir. Parce qu'il faudrait que le public et le privé puissent collaborer ensemble pour pouvoir mettre en œuvre des projets de grande envergure. Parce que très souvent, le public, avec des centres de formation, des jeunes qui sont pétris de talent. Donner aux talents une chance d'éclore grâce à un encadrement et un financement, tel semble être le grand enjeu pour faire de la Côte d'Ivoire une terre d'invention. Qui sait, parmi ces jeunes se trouve peut-être le futur Steve Jobs ou Mark Zuckerberg. Et en plateau pour débattre, nous retrouvons Pierre Djibril Koulibaly, président de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, Moussa Abdoul Bari, commissaire général du salon Innova, et Jacques Ekra, directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OIPI. Bonsoir messieurs.
et merci d'être là. Tout d'abord, on a envie de savoir qu'est-ce qu'une invention? Monsieur Djibril Koulibaly. Alors, une invention, c'est une création qui est sanctionnée par la délivrance d'un brevet d'invention. Ça, c'est la définition à la Fédération des inventeurs. Il y a ce qu'on appelle au niveau du dossier qu'on doit monter pour breveter un travail. Il y a ce qu'on appelle l'activité inventive. Et l'activité inventive, c'est quelque chose de hautement précis qui fait que ce que vous réclamez étant de vous ne doit avoir jamais été trouvé nulle part au monde. Sur la planète Terre. Sur la planète Terre. Donc c'est quelque chose de très exigeant. Et c'est pour cela que nous disons qu'on ne peut pas rester dans son coin pour dire je suis inventeur. Dès qu'on détient le brevet, qu'est-ce qu'on fait du brevet? À quoi ça sert? Le brevet? Oui. Enfin, le brevet d'abord sert déjà à se protéger soi-même, à protéger sa création. Parce qu'aujourd'hui, en termes de copie, il y a pas mal de choses qui se font. Donc déjà, protéger déjà son œuvre. Et puis après, ça permet également peut-être de commercialiser, pas peut-être même de commercialiser également son idée. Vous avez un salon, est-ce qu'on peut en parler rapidement? Oui, on peut parler du salon, bien sûr. Alors, de quoi il s'agit? Le salon Abidjan Innova, c'est le salon international des inventions d'Abidjan. On a obtenu de hautes luttes à Bruxelles, c'est un salon international. On a la 2e édition cette année, on prépare la 3e édition. C'est un salon qui est passé de 65 exposants à 82 cette année. On est passé de quelques institutions partenaires à plus d'une dizaine d'institutions. On est passé à 0 francs en termes de prix au niveau des inventeurs, à plus de 35 millions en termes de prix aujourd'hui. On aura l'occasion de parler des prix. Bien sûr, oui. En fait, vous m'avez touché, donc je vais en même temps parler de Alors, 20 brevets d'invention par an seulement. Bon, 1 millier au Maroc, 600 000 aux États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on a un chiffre si faible? Au niveau de la fédération, nous revendiquons 300 brevets d'invention en Côte d'Ivoire. À ce jour. Et je dis ce stock de brevets d'invention, pour l'instant, nous n'avons pas encore vu comment les transformer en industrie. Donc le but de toute création est de la mettre à la disposition de l'humanité. Ce n'est pas d'avoir ça dans son coin, ou bien dans son village, dans son quartier. Et jusque-là, je crois que nous n'avons pas encore encouragé à travers la transformation de nos brevets en industrie, on n'a pas encore encouragé les Ivoiriens à aller vers l'invention. C'est une mine d'or. Une mine d'or ne s'exploite pas seule. Elle appartient à un pays, elle appartient à la Côte d'Ivoire. Après le brevet, il y a d'autres étapes quand même. Oui, bien sûr. Après le brevet, ça dépend de la qualité du brevet. C'est pour ça que vous avez vu dans le reportage, on demande que l'inventeur produise un mémoire. C'est ce mémoire qui va pouvoir être présenté, qui devrait pouvoir être présenté à un industriel, qui va le lire et qui va voir dedans un business plan. Et c'est ça l'étape de la valorisation? Voilà, c'est ça l'étape de la valorisation. Si l'industriel ne voit pas de business plan là-dedans, ben, effectivement, ça va rester dans les tiroirs. Il sera protégé pendant 20 ans, d'accord, mais ça va rester dans les tiroirs. Pour que ça soit exploitable, il faut que ça réponde à un besoin. Ouais. Moussa Abdoulbari, sur votre salon, vous avez reçu des inventeurs qui ne sont pas passés à la production industrielle. Exactement. Ou alors est-ce qu'il y a des inventeurs qui ont commencé à industrialiser leurs inventions? Il y a également une grande part d'inventeurs qui n'ont pas encore passé cette étape d'industrialisation. Ouais. Et c'est là en fait un des gros problèmes en fait, que cherche à résoudre le salon à travers le marché des brevets. Parce que le marché des brevets, c'est un élément qui permet à une personne physique ou morale d'acheter un brevet en fait, et de le commercialiser. Vous avez besoin de quoi? C'est ça la question. Ça passe par quoi? Vous avez besoin de quoi? Ce qui manque en Côte d'Ivoire, c'est l'institutionnalisation du processus de valorisation. Alors, mais je pense quand même que l'OIPI quand même a une responsabilité dans la promotion de ce qu'il y a à faire auprès des inventeurs pour qu'ils sachent comment présenter un mémoire, comment les aider en fait. Vous avez une responsabilité de ce point de vue. Absolument, on les encadre. L'OIPI est chargé de la valorisation des brevets et des inventions, disons, de la propriété intellectuelle de manière générale. En ce sens, nous, on a passé des conventions avec des universités. Parce que les universités ont toutes en leur sein une branche valorisation des inventions, de la recherche. Voilà. Et donc, on a passé des conventions avec les universités. C'est à elles qu'il revient de booster, si on veut, ces inventions. En tout cas, le processus est en cours. Est en cours. Moussa Abdoul
Oui. Abdoul Bari. Oui. On a quand même été touché par cet inventeur qui a créé les cabosseuses. Oui, qui permettent de façon mécanique, pour l'instant, d'ouvrir, de casser les cabosses et d'extraire même les beans, les fèves. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça montre juste qu'il y a du génie créatif en Côte d'Ivoire. Et ce monsieur, en fait, vous avez vu l'élément, il travaille sur ce projet depuis qu'il a 20 ans. Aujourd'hui, je peux dire que c'est le doyen des inventeurs en Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas eu l'opportunité peut-être de présenter son projet à un public plus large. Il a eu son projet, mais qui l'a accompagné? Aujourd'hui, tout dort dans le tiroir. Mais malgré ça, il faut admirer sa force, il faut admirer son courage. Et ce monsieur, il a eu un prix, le prix de l'OIP, pendant le salon, pour l'encourager vraiment pour tout ce qu'il a fait en fait pour la Côte d'Ivoire. On a également dans le reportage un autre exemple, l'exemple du docteur en biochimie, Alain You. Alors lui, il a fait son invention, il a patienté, il a attendu, il a cherché. Et un beau jour, il a reçu un prix, 10 millions, qui lui ont permis d'acheter ses équipements. Ouais. Alors ça aussi, c'est un modèle de financement. Oui. Et ces 10 millions, c'est 10 millions de l'État. Hein. Ah ouais. Oui. Alors, on nous dit que c'est 10 millions du patronat. Oui, le patronat. Faut bien voir la limite. Hein. Non, il faut féliciter Dr You, parce qu'il fut avant moi le président de la fédération. Donc, vraiment, toutes mes félicitations au Dr You. Mais nous en sommes toujours à la petite industrie. 100 millions de chiffre d'affaires. J'allais dire que ce n'est pas ça qui va pousser M. X à mettre 2 milliards dans une affaire. C'est un début. Donc c'est un début, c'est une bonne voie et ces voies-là existent. Si des gens veulent voir des inventeurs qui sont à ce niveau de production et de vente, etc., nous avons amené à Innova plusieurs exemples de gens qui sont sur le marché. Mais moi, en tant que président des inventeurs, je dis, nous n'avons pas secouer l'ensemble de la Côte d'Ivoire avec nos inventions pour qu'on fasse de la petite industrie. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe des mécanismes de financement pour accompagner les inventeurs? Si oui, comment est-ce que ça se présente? Allez-y. C'est la principale demande de la Fédération des inventeurs de Côte d'Ivoire. Nous demandons depuis plusieurs années un guichet unique de valorisation. Cela existe dans certains pays. En Côte d'Ivoire, dans certains pays notamment. Nous sommes capables, il ne faut pas créer des choses, nous sommes capables aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Dans certains pays en Afrique, vous dites? Dans certains pays en Afrique, il y a des pays où le brevet n'est pas délivré à M. X et puis on tourne le dos. Mais il est un peu propriété de l'État. Et à partir de ce moment, les deux sont solidairement responsables de ce que deviendra le brevet. Est-ce que pour le financement, vous comptez davantage sur l'État que sur les banques privées? Alors, pour les privés, il faut d'abord qu'il y ait des exemples qui ont marché. C'est ce que nous avons compris. Nous avons compris que le privé ne met pas son argent sans s'assurer que quelque part, il y a un exemple où ça a marché. Donc si on comprend bien, il aurait fallu donc un fonds national ou alors une banque de développement pour pouvoir mettre en place des modèles qui puissent marcher et convaincre les banques commerciales de suivre. Exactement, et nous sommes dans cette démarche. Nous sommes en matière de financement. Il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire est un État libéral. Hein. Et donc, il faut que, pour que son invention soit rentable, il faut le démontrer. Un investisseur ne va pas mettre de l'argent dans quelque chose auquel il ne croit pas, dont on ne lui démontre pas la rentabilité. C'est pour ça que je reviens encore sur ce qu'on a dit. Ça suppose que les inventeurs doivent être également des businessmen. Mais en fait c'est le point que j'ai abordé concernant le business plan. Parce que quand on a fait pendant le salon, on a une banque qui nous a accompagnés et qui a organisé une masterclass sur le financement de projets. Et on s'est rendu compte pendant les échanges qu'il y a pas mal d'inventeurs qui ne savaient même pas à quelle cible s'adresser, à quel consommateur s'adresser. Voilà. Donc, il n'y a pas que le problème du financement. Il y a aussi même le problème de l'inventeur lui-même. Est-ce qu'il est capable de savoir à quel marché il s'adresse? Et puis, est-ce qu'il est capable également, est-ce qu'il a vraiment envie de réaliser? Parce qu'il y en a qui gagnent des prix, mais quand on leur donne l'argent, les prix, après, bon, on les retourne dans les maquis au quartier. Donc, permettez, dans le reportage également, on a eu une petite incursion dans une école, les ATIC. Vous pensez que c'est ça aussi l'avenir? La formation de ces jeunes. À ce niveau-là aussi, je félicite les ATIC. Il faut un travail énorme. Mais ils vont venir augmenter qu'on appelle le stock
d'innovation et d'invention qui ne sont pas valorisées. Alors, ce commentaire m'effraie un peu. Vous ne voulez pas qu'on continue d'avoir des inventeurs? Ce qui va les aider, eux, à continuer, il faut que à l'autre bout, on se rend compte que quand ils ont fini de trouver, qu'il y a une valorisation effective. Eh bien, c'est pour ça que vous êtes président de la fédération. On compte sur vous. Nous l'avons vu, la Côte d'Ivoire ne manque pas d'inventeurs, même si ces derniers peinent à percer. Nous allons vous emmener maintenant en Guinée à la rencontre d'un homme à l'aube d'une grande découverte, Muntaga Keïta, diplômé de l'université d'Harvard, ancien banquier d'affaires. Il est l'inventeur d'une borne médicale qui pourrait révolutionner la pratique de la médecine. Une borne numérique qui permet, vous allez le voir, d'établir le bilan de santé d'un patient, une invention étonnante sur le point d'être commercialisée. Muntaga Keïta, le banquier devenu inventeur, c'est un reportage de Thomas Diego-Badia et Oscar Noël-Sangor. Le jour se lève sur le quartier de Bambeto. Nous sommes au centre de Conakry, la capitale de la Guinée. Dans cette clinique privée, les patients attendent pour consulter le docteur Yacouba Diallo. C'est maintenant au tour de cet homme, fiévreux depuis quelques jours. Et quelle est la partie de la tête qui me fait mal, ou bien c'est la tête tout entière? C'est ma tête qui me fait mal. Pour ce malade, la consultation ne va pas se dérouler comme d'habitude. Le médecin ne va pas l'ausculter avec son stéthoscope, mais avec cette étrange machine. Il s'agit en fait d'une borne médicale numérique capable d'examiner les patients. L'homme à côté du médecin, c'est Muntaga Keïta, l'inventeur de l'appareil. S'il est là aujourd'hui, c'est pour expliquer au docteur Diallo son fonctionnement. C'est la première fois que la borne est testée dans une clinique. Nous avons là le battement cardiaque qui arrive. Là, par exemple, nous avons le taux de saturation en oxygène, comme vous savez. En quelques secondes, le pouls, le taux d'oxygène dans le sang et la température du patient s'affichent sur l'écran. Des données qui permettent au médecin d'établir un premier diagnostic. Des données qui ne seront pas inscrites dans le carnet médical du patient, mais sur l'ordinateur, tout comme la prescription. Car avec cette machine, fini le papier, tout est digitalisé. On va révolutionner le monde médical en Afrique, mais aussi dans le monde. Révolutionner le quotidien des Guinéens, c'est le rêve de Muntaga Keïta, âgé de 42 ans. Après avoir longtemps travaillé dans la banque aux États-Unis, il rentre au pays en 2013. En 2017, il crée Tulip Industries, une start-up spécialisée dans les technologies de pointe. Cette entreprise, il la finance sur fonds propres en injectant 2 milliards de francs CFA. Au début seul, il emploie aujourd'hui 35 personnes à temps plein. Une équipe entièrement dédiée à la création de ces bornes numériques interactives. Des bornes à destination de plusieurs secteurs, l'administratif, la banque, l'assurance, mais surtout la santé, son cheval de bataille. Car Muntaga Keïta s'est donné un objectif très ambitieux, sauver des vies. En attendant, il est lancé dans une course contre la montre pour finaliser son invention, déjà en cours de fabrication, qu'il espère commercialiser d'ici quelques mois. Retour à la clinique privée de Conakry. La consultation est terminée, c'est l'heure d'un premier bilan pour Muntaga Keïta. L'inventeur veut mettre sa borne médicale sur le marché d'ici moins de 3 mois, alors les retours de ce professionnel de la santé sont très importants pour pouvoir perfectionner sa machine. Un professionnel convaincu par la démonstration. Ce que je vois là m'impressionne. Je pense que ça peut nous aider à avancer, ça peut nous aider beaucoup. Parce que nous sommes dans un pays où les ressources, les structures sanitaires sont très limitées. On n'a pas assez de moyens. Donc avoir une machine qui intègre toutes les données des patients ne peut qu'améliorer la qualité de la prise en charge en réduisant le risque de leur diagnostic. Le tensiomètre est en train d'être intégré à cette machine pour pouvoir avoir la pression artérielle du patient automatiquement sur cette borne. Nous sommes en train d'intégrer le stéthoscope digital. Lui, il sera sans fil, il sera Bluetooth. L'inventeur est aussi très fier de montrer aux médecins une autre de ses innovations, l'ordonnance sous forme de code QR, une sorte de code-barre nouvelle génération. Contrairement à une ordonnance classique, seul le pharmacien est en mesure de pouvoir la déchiffrer. Bonjour. C'est mon ordonnance. Le code est scanné grâce à la caméra de son ordinateur
et le médicament prescrit s'affiche sur l'écran. Dans ce cas-là, du paracétamol. Le moyen, selon Muntaga Keita, de pousser les patients à se rendre en pharmacie et non sur le marché informel, épicentre des faux médicaments. Là, il n'y a que le nom, il n'y a que la date de l'ordonnance, ensuite le code QR. Donc le patient ne sait absolument pas quel médicament est là. Donc il ne peut pas aller essayer de rechercher un produit similaire. Il est obligé d'aller chez le pharmacien le scanne, retrouve et maintenant lui donne. Son invention permet donc au médecin de recueillir des données précieuses dans l'élaboration de son diagnostic et au pharmacien d'être le seul et unique vendeur de médicaments. Le quartier de Sandfonia, en banlieue de Conakry. C'est dans ce grand bâtiment de 7 étages que Muntaga Keita a installé le siège de Tulip Industries en 2017. Aujourd'hui, il a invité des étudiants en médecine et leurs professeurs. L'inventeur veut leur faire une démonstration d'un autre aspect révolutionnaire de sa borne, la télémédecine. Pour réaliser ce test, un membre de l'entreprise situé à l'étage inférieur se connecte à la borne via un capteur. Emma, tu peux nous donner les battements cardiaques, s'il te plaît? Donc là, par exemple, tel que vous voyez, nous avons des battements de 63 battements par minute. Et là, c'est en temps réel. Grâce à sa puce 4G intégrée, la borne peut retransmettre les résultats en direct, aussi bien en Guinée qu'à l'autre bout du monde. On détecte la température. La télémédecine, l'avenir de la santé en Afrique, c'est ce que pense Muntaga Keita, mais aussi le professeur Sano. Ce chirurgien guinéen, renommé à l'international, accompagne l'inventeur dans son projet depuis 2 ans. Un outil indispensable selon lui pour résoudre le problème des déserts médicaux en Guinée, mais aussi partout ailleurs. Dans nos pays où il y a un déficit en ressources humaines en santé, c'est révolutionnaire. Trouver des outils qui peuvent pallier au manque de ressources humaines et qui peuvent aider non seulement à la consultation mais au diagnostic à distance. Parce que malheureusement chez nous, tous les spécialistes sont concentrés dans la capitale et dans la grande ville. Et quand vous allez dans les zones rurales, les zones pauvres, vous n'avez pas de spécialistes. Mais pour que son système de télésanté fonctionne, l'inventeur devra créer un réseau de médecins disponibles pour consulter à distance. Un réseau dont pourraient faire partie ses étudiants, futurs médecins. Certains travailleront à titre bénévole, d'autres seront rémunérés. Lorsque vous auscultez, vous recevez de l'argent. Vous pourrez ausculter quelqu'un qui est à Abidjan, qui est au Mali, qui est au Niger. Cette borne tout en un qui permettra de faire une analyse complète d'un patient ainsi que son diagnostic à distance devrait être vendue autour de 5 millions de francs CFA. Un prix qui s'explique par les technologies de pointe qu'elle contient, à commencer par ses logiciels. Au 4e étage de l'immeuble de Tulip Industries, une dizaine de développeurs sont en plein travail, des jeunes informaticiens recrutés début 2019. Ils représentent actuellement plus d'un tiers de la masse salariale de l'entreprise. Des talents qui coûtent cher, mais qui sont essentiels à Muntaga Keita. Ce sont eux qui programment les logiciels qui sont intégrés dans les bornes de l'inventeur. Comme chaque lundi, il convoque ses équipes pour faire le point. Allez, on y va, let's go, let's go. Là, dans les 90 jours... Ces geeks ne sont pas seulement en mesure de créer des logiciels. Ils peuvent aussi générer des algorithmes capables d'analyser les données collectées sur les patients. Des données très précieuses pour détecter des maladies avant même que les symptômes ne se manifestent et donc faire de la prévention. Cela grâce à l'intelligence artificielle. Alors cette intelligence, à chaque fois que le médecin génère des données pour le patient, allergie ou maladie ou autre, tout ceci est stocké dans la fiche médicale du patient. Alors ces fiches médicales, il faut que le médecin à chaque fois lise la fiche médicale de janvier, la fiche médicale du mois de juin, du mois de décembre et ainsi de suite. L'intelligence artificielle peut revenir encore pour fédérer toutes ces fiches, déduire une tendance qui se dégage et dire « Monsieur, au bout de telles années ou au bout de quelques mois, vous allez développer telle maladie, le diabète, le cancer. » Après ces longues journées de travail, c'est dans sa maison d'un quartier aisé de Conakry que Muntaga Keita aime se ressourcer. Diplômé de la prestigieuse université américaine de Harvard,
l'entrepreneur a travaillé pendant plus de 15 ans aux États-Unis dans la banque. Un métier dont il a fini par se lasser. C'est en 2013 qu'il décide de rentrer au pays. Être utile au continent d'origine, pour moi, c'était vraiment essentiel. On peut rester de l'autre côté, se contenter d'envoyer de l'argent à la famille là ou revenir et rapporter toute cette connaissance qu'on a apprise là-bas, là, et retransmettre aux autres qui sont là. De retour à Conakry, il lui faut 3 ans pour mettre au point sa première borne. Une borne dédiée aux institutions qui permet de digitaliser les procédures administratives. C'est après la mort de 3 de ses proches, suite à des erreurs de diagnostic, qu'il a le déclic. Il lui faut adapter sa borne à la médecine pour sauver des vies. En gros, c'est parce qu'il n'y avait pas de moyens technologiques pour déceler ce que ces personnes avaient exactement. Ma tante est décédée d'un cancer du côlon. Et ici en Guinée, on diagnostiquait cela comme étant des hémorroïdes. En fait, ce n'était pas des hémorroïdes. J'appelle cela des morts inutiles. On aurait vraiment pu sauver ces personnes. Grâce à son projet de borne médicale, Muntaga Keïta a remporté de nombreux prix à l'international, comme au prestigieux Salon de l'Invention de Genève. Une belle récompense pour un projet qui reste encore à concrétiser. C'est dans la partie production de Tulip Industries que les machines commencent à être produites. Ici, une dizaine d'ouvriers fabriquent les bornes de la carcasse à la peinture. Cet après-midi, le patron vient voir si le cahier des charges est bien respecté. Si c'est bon, l'unité centrale peut rentrer. Mais attends, toutes elles ont ça, toutes les bornes. Le gouvernement a passé commande d'une centaine de bornes d'ici la fin du mois. Des machines qui serviront à équiper les mairies pour digitaliser les procédures administratives. Les bornes médicales, elles, ne sont pas encore fabriquées, ce qui n'empêche pas Muntaga Keïta d'anticiper de futures commandes. Nous avons une capacité de production de 20 machines par jour, exactement. Nous faisons encore les découpes de façon manuelle, mais là, il y a une machine qui arrive exactement pour les découpes au laser et au plasma. Là, de 80 jusqu'à 120, on pourra faire bornes par jour. La production de masse nous permet de baisser au moins 60% des coûts de production. Une fois les bornes peintes, elles sont transportées au 2e étage pour y intégrer les composants électroniques. Là, on est en ingénierie électronique. Ils sont en charge de faire l'assemblage de pièces électroniques dans les bornes. Unité centrale, puce, caméra à haute résolution ou encore écran tactile, du matériel électronique que l'inventeur doit importer d'Asie et d'Europe. Car ces pièces sont quasiment introuvables sur le continent africain. Mais à terme, il compte produire au maximum sur place et pour cela, il a une stratégie. Alors nous sommes en train aussi de créer nous-mêmes les écrans en faisant du reverse engineering. Reverse engineering, c'est très simplement comprendre ce que vous importez, comment c'est fabriqué et refabriquer la même chose ici, s'approprier cette technologie et du coup éliminer toute importation. Pour commencer à réduire ses importations, Muntaga Keïta vient aussi d'investir dans une imprimante 3D dernier cri. Son coût, 1,5 million de francs CFA. Grâce à elle, il peut modéliser certaines pièces en 3 dimensions sur ordinateur, puis les imprimer. Elle est excellente pour fabriquer des pièces un peu rares. C'est un gain de temps, un gain d'argent, déjà une réduction de coût. Mais surtout aussi un gain de temps énorme. Parce que là, ces petites pièces, nous les imprimons là, en série, mais très rapidement, en quelques minutes. Ce vendredi matin, c'est la dernière réunion de la semaine. Une réunion clé pour l'entrepreneur et son équipe de commerciaux. Car aujourd'hui, il s'agit d'identifier les clients potentiels à qui Tulip Industries pourrait vendre sa borne médicale en Guinée. Il y a le public sector, le secteur public, et puis il y a le secteur privé. Ça, c'est un marché à approcher, oui, des clients potentiels. Pas potentiels, mais des clients réels même. Si le secteur privé a les moyens d'acheter des bornes médicales à 5 millions de francs CFA, c'est bien plus compliqué pour le secteur public disposant de peu de ressources. Pourtant, avec ses 18 500 centres de santé en Guinée, il représente un énorme marché pour Muntaga Keïta. Alors pour commercialiser ces bornes, l'entrepreneur sait qu'il doit viser les organisations internationales détentrices de fonds.
En général, les organisations internationales débloquent assez d'argent. La coopération italienne qui a débloqué un crédit de 100 millions avec 0% d'intérêt pour moderniser ces hôpitaux. Alors, nous essayons de nous insérer dans ces budgets pour pouvoir équiper sur tous les secteurs publics. Le but, c'est vraiment d'harmoniser, c'est vraiment de digitaliser, de créer cet écosystème qui permet de sauver les gens beaucoup plus vite. Après avoir connu le rêve américain, l'ancien étudiant de Harvard a désormais un rêve guinéen, sauver des vies. Son invention est à 2 doigts de conquérir le marché. Il ne lui reste plus qu'à signer des contrats, sans doute la partie la plus facile pour cet ancien banquier. De retour sur le plateau après avoir fait cette découverte de Keïta, Muntaga Keïta. Alors, que vous inspire à Barry ce reportage? Une grande fierté de savoir qu'un jeune Africain a quitté les États-Unis pour venir travailler en fait, dans son pays déjà, et puis monter une invention qui est dans le domaine de la médecine. On sait tous l'état des infrastructures médicales dans nos pays, et c'est quelque chose vraiment à saluer. Et en plus, ce qui est encore intéressant dedans, c'est ce qui me plaît, c'est la volonté de l'État guinéen de l'accompagner. Vous savez, l'État lui a passé des commandes. Ouais, voilà. Et ça, c'est important. Ce n'est pas que le financement, ce que je disais. L'État l'accompagne aujourd'hui. Après, une des grosses problématiques auxquelles il fait face, c'est bien sûr les composantes. Parce que la plupart des inventeurs qui sont dans le domaine de la technologie, c'est un des gros problèmes qu'ils ont. On a les jeunes qui ont fait par exemple SolarPack, mais pourquoi ce sac-là est cher? Parce que les composantes sont importées des pays asiatiques. Si aujourd'hui on arrive à développer ces composantes ici, je vous assure qu'il y a des choses incroyables qu'on pourra faire à des prix, vraiment très accessibles. Oui, alors vous aimeriez réagir, M. Coulibaly? Oui, fierté aussi, ouais. Et encouragement, parce qu'il est sur la voie. Et je pense que 2 milliards, ça fait rêver plus d'un inventeur. Alors, on va en parler, mais voilà. est-ce que vous avez le sentiment qu'on se trouve là dans le cas d'une invention révolutionnaire? Quelque chose qui va vraiment changer les choses? Oui, révolutionnaire dans le cadre dans lequel elle se place. C'est-à-dire que dans un pays sous-développé, comment faire pour que le maximum ait accès rapidement à un diagnostic, à une pharmacie, etc. etc. C'est un banquier, avant tout. Et quand on l'écoute, il a un business plan. Hein. Depuis le début jusqu'à la fin, ça commence déjà par, ça commence déjà par l'ancrage territorial. Voilà. Il connaît les problématiques et c'est un produit qui correspond aux besoins de son environnement. De son environnement, voilà. Et tout autour, il a bâti un business plan. Puisque maintenant, on nous dit, maintenant, il est au stade des contrats. Ça veut dire que déjà, dès le départ, il avait positionné toutes les étapes. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un inventeur. Vous voyez que lui, il allie les deux. Il est inventeur et businessman en même temps. Nous l'avons écouté, ce n'est pas un problème d'argent qu'il a, il n'est pas dans le besoin. Alors, mais c'est quelqu'un qui a envie de changer les choses. Et la vision de l'inventeur, c'est ça. Mais en attendant, on a le problème des composants. C'est un gros problème pour la plupart des inventeurs. Oui. Ah oui, c'est un gros problème. Ouais. Aujourd'hui, il faut arriver à fabriquer nos propres composantes, ce qui va fortement réduire en fait, le prix de vente des différents produits. Il a eu l'idée d'importer et d'acheter une imprimante 3D. Ouais. Alors, c'est malin. Pour pouvoir produire des pièces qu'il utilise justement dans le cadre de ces... Ouais. Alors, je sais qu'on a une imprimante 3D en Côte d'Ivoire. On en a plusieurs. Plusieurs, très bien. Bon, c'est intéressant de l'entendre. On a même un fabricant africain d'imprimante 3D. Ouais. Dans quel pays? Un Béninois. Un Béninois. Pendant le salon Abidjan Nova, il y avait une imprimante 3D qui était là par une compagnie qui avait installé une imprimante 3D. Alors, donc, on a besoin justement de réussir à avoir ce genre d'équipement pour pouvoir réduire les coûts d'importation de certains composants. Il veut, au-delà des composants, améliorer son process de fabrication en important une machine qui va faire de la découpe au laser. Alors, c'est intéressant, ça, c'est-à-dire qu'on voit bien une perspective de croissance, quelqu'un qui produit à peu près une vingtaine par jour et qui veut aller plus loin. Tout cela se résume, me semble-t-il, à la problématique du financement, parce qu'il faut mettre du cash. Voilà. Moi, c'est pour ça que j'insiste sur ce point. Ce monsieur-là, il a eu le réflexe d'abord de financier avant d'être un réflexe d'inventeur. Alors, ce qui est intéressant également, c'est son business model, notamment l'aspect commercialisation
il a l'intention de toucher des organisations internationales pour le financement, peut-être des sociétés privées également, mais aussi l'État. Alors, c'est intéressant, il sait déjà à qui il va vendre des bornes qui coûtent 5 millions, pour l'instant. Absolument, et surtout, il sait qu'il y a des institutions internationales qui vont financer des hôpitaux, des structures médicales régionales qui pourront, au lieu de s'adresser à des fournisseurs européens, utiliser, lui, son produit pour alimenter toutes les structures médicales dans le pays. Il a parlé de la coopération italienne, qui a mis à la disposition de l'État guinéen un fonds. Et ce fonds-là devrait permettre, au lieu d'aller s'approvisionner ailleurs, c'est-à-dire dans les pays européens, parce qu'on sait souvent que l'aide, elle est conditionnée. On vous donne l'aide, mais vos fournisseurs doivent venir d'un certain endroit. S'il peut, grâce à son lobbying, comme il fait, obliger entre guillemets, obtenir de son gouvernement que ces produits, ces machines soient prises dans la coopération italienne, il aura réussi son plan. Président Djibril Coulibaly, tout à l'heure vous parliez d'un inventeur africain, donc est-ce que vous avez des noms d'inventeurs ou même d'inventions qui sont partis de l'Afrique et qui sont allés au-delà des frontières? Bon, déjà je parlais de l'exemple du Congolais. Oui. Le nom vous échappe? Voilà, m'échappe un peu, mais c'est l'un des bons inventeurs en Afrique parce qu'il a développé son invention tranquillement avec le premier smartphone congolais et il a développé tout un ensemble de produits autour de sa création et c'est made in RDC. C'est-à-dire il fabrique ces choses et c'est ça qui est intéressant dans l'exemple du Guinéen qui fabrique avec des moyens locaux pas mal de ces choses. Vous en connaissez d'autres encore sur le continent? Nous avons aussi un Camerounais, et je crois, là le nom me vient, Arthur Zang. Il a travaillé un peu dans le domaine médical également, mais dans le domaine des examens cardiaques. Vous connaissez cet adage, les chercheurs qui cherchent, on en trouve, et les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Est-ce qu'aujourd'hui, l'écosystème, le paysage de l'invention en Côte d'Ivoire est en train de contredire cet adage? C'est déjà contredit, nous avons 300 inventions. Donc, et parmi les inventeurs, il y a beaucoup de chercheurs de métiers. Nous avons des docteurs, des professeurs et tout ça qui sont membres de la fédération parce qu'ils ont trouvé. Et ils ont breveté leur trouvaille. Je regrette même, et je dois parler sous le contrôle du directeur général, que beaucoup de chercheurs trouvent, mais ils ne viennent pas breveter leurs inventions. Ce sont des inventions, mais comme elles ne sont pas brevetées, ça reste... C'est exactement ce que je veux dire. Parce que l'adage qui a été donné tout à l'heure n'est pas forcément vrai. Le vrai problème, c'est que ce qu'on a trouvé n'est pas connu. Donc, tant que ce n'est pas connu, vous n'avez rien trouvé. Et vous y croyez-vous, le prochain Steve Jobs serait-il africain? Forcément. Il y a beaucoup d'Africains, malheureusement, qui ont été classés comme inventeurs pour le compte des pays occidentaux. Dans le premier reportage, permettez-moi de revenir dessus, il y a ce garçon qui faisait allusion au partenariat public-privé, donc l'implication de l'État. Est-ce que vous pensez que l'État, finalement, on va peut-être interpeller nos États, est-ce que l'État, finalement, met une bonne part de son PIB dans la recherche scientifique? Non, au niveau des pays africains, pas vraiment. Au niveau des pays africains, le taux qui est enrichissant, au niveau de... les pays africains mettent de manière générale 0,2-0,4% de leur PIB dans tout ce qui est recherche et développement. Pendant que les pays comme les États-Unis ou la Corée sont à 3% ou à 3,75%, ce qui explique un peu le classement. Donc, les résultats expliquent les moyens qui sont, comme on dit, la fin justifie les moyens. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait que ces pays-là sont aujourd'hui développés et mènent aujourd'hui la bataille en griffe spatiale. Aujourd'hui, la bataille n'est plus sur Terre. Aujourd'hui, c'est qui va dominer Mars, qui va dominer Moussa Abdoul, et tout ça. Et tout ça. Mais, on va y arriver le prochain Steve jour. Jobs, je pense qu'il est déjà, il est déjà africain. Il est sûrement en train de travailler au moment où on parle. Et je pense que dans quelques années, on saura qui c'est exactement.
Merci, Président. Merci, Monsieur le Directeur Général. Merci au Commissaire Général du Salon. Merci donc à mes invités. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous le jeudi 20 juin pour un nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.rt.ci ou sur l'application RT Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa, aux équipes de RTI pour la réalisation. Bonne suite de programme sur RTI.